tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon bilan lecture du mois de mai. Et j'ai 4 livres à vous présenter, donc on commence tout de suite. Le premier livre que je vous présente et que j'ai lu au début du mois de mai, c'était encore le confinement. Et comme je n'avais pas une pile à lire monumentale, il fallait que je fasse avec ce que j'avais. Et ce livre traînait depuis au moins 6 mois dans ma pile à lire. J'arrivais pas à le sortir. Donc c'est Raquette de Dominique Manotti aux éditions Folio Policy. Alors pourquoi j'avais du mal à sortir ce livre de ma pile à lire? Tout simplement parce que la couverture et la quatrième ne me parlaient pas des masses. On est sur la thématique de blanchiment d'argent, mafia, complot politico-économique, etc. Et ça c'est vraiment des thématiques que j'aime pas trop retrouver dans mes lectures. Donc pour l'histoire, je vais essayer de vous faire un résumé, mais ça va être compliqué parce que c'est quand même assez complexe comme histoire. Donc on va suivre d'un côté un jeune banquier, Ludovic Castelvieux, qui est en fait français expatrié à Montréal au Canada. Et voilà, il a une petite banque où il blanchit de l'argent pour le compte de la mafia. Sauf que là il se rend compte qu'il y a eu déjà 2 meurtres de personnes qui aussi faisaient du blanchiment d'argent pour le compte de la mafia. Et qu'il sent qu'il est le prochain sur la liste, donc il prend ses clics et ses claques et il retourne à Paris. Et là il essaye de récupérer sa part du magot, du blanchiment d'argent. En parallèle de ça, on va suivre une entreprise multinationale qui fait dans les chaudières. Donc cette entreprise s'appelle Orstam et il y a énormément d'employés dans cette entreprise. Il y a une circulaire qui dit quelque temps plus tôt qu'il est interdit aux employés de cette entreprise d'aller aux États-Unis. Pourtant ils font quand même du commerce avec les États-Unis, mais là ça se passe mal au niveau politico, on ne sait pas trop. Du coup Orstam interdit à ses employés d'aller aux États-Unis. Sauf qu'on va suivre donc Lamblin, qui est un des grands commerciaux du groupe, qui est sur une grosse OP commerciale et il doit se rendre aux États-Unis. Donc il va demander au service juridique si c'est ok pour lui d'aller aux États-Unis. Et là le gars du service juridique va lui dire ok, il n'y a pas de problème, tu peux y aller, t'auras pas de soucis. Lamblin va se rendre à New York et à la descente à l'aéroport, il va se faire arrêter par le FBI, donc il est un peu dans la mémerde. Et en parallèle de ça, on va suivre Noria Ghazali, qui est la commandante des renseignements parisiens et qui va enquêter avec son équipe à la fois sur les magouilles de l'entreprise Orstam et à la fois sur ce Ludovic Castelvieux qui est en cavale. Donc voilà, évidemment les histoires vont se recouper, mais c'est un petit peu complexe au début. J'avais beaucoup de mal au début à identifier les personnages, surtout au niveau de l'organigramme de l'entreprise où il y a beaucoup de personnages, et je n'avais pas vu qu'à la fin du bouquin il y a une liste. Voilà, il y a une liste des personnages, donc sachez-le, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis ça à la fin et pas au début. Personnellement, moi je vais pas lire, je vais pas aller voir la fin des bouquins parce que j'ai peur de me faire spoiler, donc ça aurait été plus judicieux de mettre la liste au début, mais bon. J'ai trouvé la plume de l'auteur très particulière, avec beaucoup d'énumération, d'accumulation. C'est parfois des phrases qui sont pas très grammaticalement correctes, on va dire, mais qui est très voilà, dans le tac 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 comme ça, à énumérer les faits de manière un peu militaire, froide et distante. Donc on n'a pas non plus beaucoup d'affect pour les personnages. Ce qui pouvait leur arriver, voilà, je lisais parce que j'avais envie de savoir un petit peu comment ça allait se recouper, mais ce qui pouvait bien leur arriver, je m'en fichais un peu, j'étais assez de marbre par rapport à ça. Voilà, c'est un livre qui se lit bien quand même, mais c'est vrai que la thématique, voilà, mafieux, complot, politico-industriel, c'est vraiment pas ce que j'aime, je suis pas du tout la cible pour ce genre de bouquin. Malgré tout, ça se lit quand même assez bien. Faut quand même s'accrocher parce qu'il m'a fallu quand même 100-150 pages pour commencer à comprendre qui était qui faisait quoi. Je pense que pour les lecteurs par exemple de Dawn Winslow, qui est un peu sur ces mêmes thématiques, ça pourrait vous plaire ce livre, mais moi clairement j'étais pas la cible, voilà, clairement. Ensuite, j'avais envie de partir sur une lecture plus voilà, une valeur sûre qui se lit bien, etc. Et j'ai sorti un Amélie Nothomb avec Biographie de la faim aux éditions Albin Michel. Donc vous le savez, si vous me connaissez, j'aime bien lire de temps en temps des petits romans d'Amélie Nothomb parce que ça se lit super bien. C'est des tout petits romans, celui-là il fait un peu plus de 200 pages. Et c'est un roman autobiographique comme sait en faire souvent Amélie Nothomb. Donc là elle va retracer toute son enfance jusqu'à l'âge adulte, enfin jeune adulte. Donc elle va nous parler
à la fois de sa petite enfance au Japon, puisque même si sa famille est belge, son père était diplomate, du coup il voyageait beaucoup au gré des missions diplomatiques. Donc elle a vécu toute sa petite enfance au Japon, qui est vraiment son pays de cœur. Elle va nous parler de sa faim de sucre, voilà, de sucré et surtout de chocolat. Elle va nous parler aussi de sa potomanie, c'est-à-dire cette soif intarissable d'eau. Elle va aussi avoir faim de reconnaissance, notamment de sa nounou, de sa mère ou encore de sa sœur Juliette qu'elle adore par-dessus tout. Puis vient, vers l'âge de ses 6-8 ans je dirais, elle va déménager en Chine à cause du travail de son père. Et là la Chine, elle va découvrir un pays totalement différent du Japon. Elle va nous raconter aussi son intégration à l'école, etc. Elle va nous parler aussi du sabotage amoureux qui a été l'objet d'un livre particulier de cet instant-là de sa vie, que j'ai déjà lu. Il y a aussi des évocations à d'autres livres qu'elle a écrits comme Métaphysique des tubes. Plus tard, Stupeur et tremblement et Ni d'Ève ni d'Adam qui se passe quand elle est jeune adulte au Japon. Donc la Chine, puis après elle va partir à New York, c'est le début de l'adolescence. Ça va être l'intégration dans un collège-lycée français. Elle va avoir une cour de favorites, des copines qui vont tout faire pour lui tenir la main lorsqu'ils vont au parc, ce genre de choses. Puis elle va commencer à dévorer les livres, l'encyclopédie, la littérature, les mots, c'est ce qu'elle avale et qu'elle adore, cette faim de savoir et de connaissance. Puis ensuite ils vont déménager en Birmanie et là ça va être la descente aux enfers de l'anorexie. Alors j'avais peur que ce livre soit une ode à la maigreur, à l'anorexie, mais non, pas du tout. C'est vite fait évoqué à la fin du bouquin et c'est pas du tout en mode c'est génial, non, c'est une vraie maladie, donc voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il nous fait voyager à travers tous ces pays et aussi on en apprend plus sur les us et coutumes de chaque pays et notamment une coutume qui m'a glacé d'effroi, c'est la coutume de la déesse vivante au Népal, où en fait ils prennent une petite fille, ils en font une déesse qu'ils enferment dans un temple. Voilà, elle est assise en permanence sur un trône, elle n'a pas le droit de marcher, elle n'a pas le droit de jouer, etc. Et toute son enfance, elle est privée de tout et elle est exposée une fois par an au public lors de festivités. Et une fois que la puberté arrive, cette petite fille qui a vécu toute sa vie comme ça va être congédiée pour être remplacée par une nouvelle petite fille plus jeune et voilà, elle va se retrouver à la rue, sans éducation, sans rien quoi. Et c'est vraiment effroyable. Voilà, donc j'en ai appris beaucoup sur ça. J'ai beaucoup aimé ce petit Amélie Nothomb qui retrace en fait toute son enfance jusqu'à son retour en Belgique, puis son départ au Japon pour faire ses études, où là on va avoir des références notamment à Ni d'Ève ni d'Adam qui parlait de sa relation avec un japonais, et Stupeur et tremblement qui parlait de sa première expérience dans une entreprise nippone. Si vous avez lu ces livres, vous allez voir les clins d'œil, mais c'est un livre, Biographie de la faim, qui retrace un petit peu tout ça. Et j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Si vous aimez Amélie Nothomb, vous allez certainement apprécier Biographie de la faim. Ensuite, je suis partie dans un thriller, mon dieu, mais je ne m'en remets pas. Il s'agit de Hortense de Jacques Expert, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce livre, j'en avais beaucoup entendu parler en bien et du coup j'avais très envie de le lire. Il faut savoir que Jacques Expert, je l'avais déjà lu avec un de ses précédents romans qui avait été Qui, que j'avais bien aimé mais sans plus. Et là, oh mon dieu, voilà. Donc pour l'histoire, on va suivre Sophie Delalande qui est une mère endeuillée par le kidnapping de sa petite fille. Ça fait 22 ans que sa fille s'est faite kidnapper. À l'époque, voilà, Hortense, donc sa fille, avait 3 ans et elle s'est faite enlever par son père biologique, Sylvain, avec qui Sophie était en mauvais termes. Faut savoir que Sylvain, c'était un homme hyper séducteur, hyper bohème, hyper charmeur, qui avait séduit la pauvre Sophie qui était une fille assez banale. Elle était tombée éperdument amoureuse de ce type qui se servait d'elle clairement parce qu'il vivait à ses crochets, etc. Jusqu'au jour où elle va lui annoncer qu'elle est enceinte et là Sylvain va se barrer, va prendre ses clics et ses claques. Et puis quelques années plus tard, alors que Hortense est née, elle doit avoir 2 ans et quelques, il va revenir dans la vie de Sophie pour essayer de connaître sa fille, sauf que Sophie va lui interdire, voilà, elle va lui dire tu nous as abandonnés, t'as rien à faire dans la vie d'Hortense. Et Sylvain va commencer à rôder autour de Sophie et Hortense jusqu'au moment où va y avoir ce drame. Un soir il va forcer le passage de chez Sophie
il va l'assommer et l'attacher sur une chaise pour kidnapper Hortense qui dormait dans son lit. Et voilà, il va y avoir bien sûr une enquête de police, mais ça va piétiner durant des mois, durant des années. Il va y avoir des réouvertures d'enquête, des changements de juge d'instruction, etc. Mais ça fait 22 ans que c'est au point mort. Sophie pourtant n'a jamais baissé les bras, elle a tout tenté, elle est allée faire des émissions de télé, elle est allée engager un détective privé, elle est allée à l'autre bout du monde pour essayer de retrouver Sylvain et sa fille, mais rien à faire. Voilà, elle s'est peu à peu renfermée sur elle-même, elle s'est éloignée de sa famille, elle s'est éloignée de ses collègues de travail qui essayaient de l'aider. Elle n'a plus qu'une seule amie, c'est Isabelle, qui est restée fidèle durant toutes ces années. C'était l'ancienne assistante maternelle d'Hortense. Sophie vit recluse, comme une petite vieille dans son appartement, où elle dort dans le lit de sa fille, dans cette chambre qui n'a pas bougé d'un pouce, qu'elle garde comme un sanctuaire. Et un jour, alors qu'elle se promenait dans la rue, elle va se faire bousculer par une jeune femme qui va se retourner pour s'excuser. Et là, Sophie en est sûre, il s'agit d'Hortense. Elle est sûre que c'est sa fille, du coup elle va suivre cette jeune femme jusqu'à un restaurant où elle prend son service comme serveuse. Et du coup Sophie va décider d'aller dîner dans ce restaurant tous les jours pour essayer de lier connaissance avec cette jeune femme de 25 ans qui a le même âge qu'aurait eu Hortense justement et qui se fait appeler Emmanuel. Et du coup ben voilà, elles vont lier connaissance jusqu'à ce que on sait dès le départ qu'il va y avoir un truc qui va se passer, une espèce de drame, puisque les chapitres s'alternent entre d'un côté le point de vue de Sophie et d'un autre côté le point de vue d'Emmanuel, et entrecoupé à ça il y a des extraits de PV, de procès-verbaux, de témoignages, voilà, des dépositions de témoins qui jalonnent en fait, c'est des personnages qui jalonnent un petit peu toute cette histoire. Alors pendant toute ma lecture je trouvais ça sympa, franchement c'est super addictif, ça se lit hyper bien, la plume de l'auteur est hyper fluide, voilà, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe, mais je trouvais ça gentil et je sais pas comment expliquer, mais je trouve que Jacques Expert a quand même une plume très franco-française, à la fois journalistique, policière, pas très sombre. Je passais un bon moment de lecture mais c'était pas non plus extraordinaire, jusqu'à ce twist final qui m'a laissé sur le cul, j'étais complètement retournée, je ne m'y attendais pas, ça m'a glacée d'horreur. Et alors la question c'est, est-ce qu'un twist final peut faire qu'un livre plutôt moyen dans la lecture tout au long du bouquin peut en faire un coup de cœur à la fin parce qu'il retourne? Moi je pense que oui, parce que ce que je recherche en littérature, enfin quand je lis des livres, c'est vraiment de ressentir des émotions, que ce soit des bonnes émotions ou des mauvaises, et même si c'est là, ça m'a glacé d'effroi, ça m'a mis les poils, c'était horrible, ben j'ai quand même ressenti quelque chose. Donc ouais, je pense que Hortense est un coup de cœur parce que c'est le genre de bouquin où voilà, cette fin, tu t'en souviens, ça reste gravé en mémoire et waouh, franchement Jacques Expert nous a complètement retourné. À la fin on est vraiment sur le cul. Tant durant toute ma lecture je savais pertinemment que je ne pouvais pas faire confiance aux personnages principaux parce qu'on doute en permanence d'eux. Sophie, voilà, on ne sait pas si elle a toute sa tête. D'un côté oui, parce qu'elle a quand même une logique qui est très cartésienne, mais d'un autre côté le fait qu'elle soit enfermée en fait dans ce deuil depuis tant d'années, on se demande si elle n'a pas un peu viré zinzin quoi. Et d'un autre côté on ne sait pas si Emmanuel c'est bien Hortense ou pas, ou si elle fabule, pourtant l'auteur nous donne quand même des éléments qui se recoupent, hein. On a l'impression que ça colle quoi. On sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai en permanence. Après il y a une espèce de twist au milieu du bouquin sur un des personnages que j'avais vu venir, mais je pense que c'est aussi fait exprès par l'auteur de nous faire un mini twist au milieu du bouquin en mode ouais on l'avait vu venir, c'était évident, pour nous endormir. Et après nous faire ce twist final de malade qu'on n'avait pas du tout vu venir, mon dieu c'était mais génialissime. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos théories parce que du coup l'auteur nous laisse avec ce twist final en mode un peu fin ouverte. Et t'es un peu frustré et t'es là mais attends j'ai raté un épisode, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relu la fin. Bien sûr que j'aurais eu envie de relire le livre depuis le début à la lumière de ces révélations finales, mais non, je me suis dit, bon, je vais me contenter de relire les dépositions des témoins et en fait, il y a des trucs qui se recoupent dans ma tête en mode ah, mais c'est pour ça que Sophie a réagi comme ça à tel moment. Ah, mais il y a un de ses hobbies, c'est ça, donc ça explique que, voilà. Et mon dieu, mais génial. Donc,
voilà, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, vous allez être sur le cul. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir me parler en message privé sur Instagram ou en message privé sur YouTube pour qu'on en parle. Parce que, ah mon dieu, c'était trop génial quoi. Pour finir, je suis allée vers une lecture de fantasy, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le mois de mai c'est le mois de la fantasy grâce au challenge de Steph de Piketty Bootkin. Et même si je participais pas vraiment, mais j'avais quand même envie de lire de la fantasy au mois de mai, et je me suis lancée dans le tome 1 des Aventuriers de la mer, donc le vaisseau magique de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Vous le savez si vous me suivez, mais j'avais adoré toute la première époque de l'Assassin Royal, et entre la première époque et la deuxième époque de l'Assassin Royal, il y a le cycle des Aventuriers de la mer, qui se passe dans le même univers, mais avec des personnages complètement différents, et du coup j'avais un peu peur, puisque je m'étais quand même beaucoup attachée au personnage de l'Assassin Royal, et j'avais peur de me retrouver complètement dépaysée avec ces nouveaux personnages, mais je me suis beaucoup attachée à eux aussi. Donc on va suivre Althea, une jeune fille qui a vécu toute son enfance sur le bateau marchand de son père, donc le capitaine Vestrit. Le bateau, la Vivacia, ce n'est pas n'importe quel bateau, puisqu'il s'agit d'une vive nef. Et la particularité des vives nefs, c'est que ce sont des bateaux magiques qui sont construits en bois sorcier et qui prennent vie au bout de la 3e génération de capitaines d'une même famille qui meurent à leur bord. Et donc voilà, ce bateau, la Vivacia, est dans la famille de Vestrit depuis 3 générations. Donc c'était une commande qu'avait faite l'arrière-grand-mère d'Althea, qui est morte sur ce bateau. Le grand-père d'Althea est aussi mort sur ce bateau, et il se trouve que le capitaine Vestrit, donc le père d'Althea, est mourant. Donc pour l'instant il est resté à terre. Il a confié le commandement de son bateau à son gendre Kyle, qui est donc le mari de sa fille aînée, donc la sœur d'Althea. Et Althea donc est partie en mission pour aller faire du commerce sur ce navire sous le commandement de Kyle, qu'elle déteste profondément. Son beau-frère, elle peut pas le piffrer. Il la traite comme une gamine, il sait toujours mieux que tout le monde qu'est-ce qui est bon pour les autres. Enfin voilà, le genre de mec un peu arrogant comme ça, qu'on aime bien détester d'ailleurs. Et donc là, ça y est, ils reviennent à Terrillville, dans la ville marchande de la famille Vestrit. Althea a l'espoir de retrouver son père rétabli, mais il n'en est rien, il est vraiment à l'agonie, et du coup elle doit se précipiter pour préparer la cérémonie de deuil, enfin voilà, où il va mourir sur le bateau, pour que le bateau se réveille, puisque c'est la 3e génération, et Vivacia va prendre vie. Donc Althea attend ça depuis longtemps, même si ça implique la mort de son père, elle est quand même contente que le bateau prenne vie, et elle pense qu'à la mort de son père, ce bateau familial va lui revenir, puisque la tradition veut qu'il y ait toujours un Vestrit à bord, et Kyle ne fait pas partie, hein, puisque c'est une pièce rapportée à la famille. Mais voilà, dans le 4e couverture nous dit parmi les siens, donc le capitaine Vestrit est mourant, parmi les siens chacun ourdit complot et traîtrise pour s'approprier son vaisseau. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué pour Althea. En parallèle de ça, on va suivre Kenneth, qui est un pirate, qui est capitaine de pirate d'un vaisseau, et lui il est un peu lassé par sa vie de pirate, c'est toujours la même chose, ils vont piller des navires, puis après dilapider le butin dans la boisson et les bordels, et lui il rêve de quelque chose de plus grand, il est beaucoup plus ambitieux que ça. Il n'a qu'un souhait, c'est de rallier tous les pirates sous son commandement et devenir le roi des pirates. Et comment faire pour en arriver là? Et ben il va vouloir capturer une vive nef. Et puis en parallèle de ça, alors de manière plus épisodique dans ce premier tome, on va suivre les serpents de mer, qui sont en fait des créatures un peu magiques. Voilà, c'est des gros serpents de mer, un peu comme des dragons, qui vivent en meute, et voilà, c'est des créatures très anciennes qui vivent dans les océans, qui se nourrissent de cadavres aussi, voilà, si tu tombes à l'eau, bah, tu peux te faire bouffer par un serpent, et c'est une vraie menace à la fois pour les marchands et à la fois pour les pirates qui les craignent. Donc voilà, pour l'instant on les a pas trop vus les serpents, mais c'est un arc narratif qui, je pense, sera plus développé dans la suite. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé tout l'univers, l'imaginaire autour de la piraterie que j'adore. Moi ça m'a fait un petit peu penser à Pirates des Caraïbes. Ouais, Kenneth c'est un peu Jack Sparrow, mais en plus ambitieux, en plus sérieux. J'ai beaucoup aimé le fait de naviguer, moi qui ai le mal de mer, de pouvoir naviguer en direct de mon canapé grâce à la lecture, c'est quand même assez génial, le pouvoir de la littérature. Je me suis beaucoup attachée à Althea, qui est vraiment une jeune fille
qu'on aime bien. Et j'ai trouvé génial cette idée de navires qui prennent vie. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'univers des Aventuriers de la mer, et bien sûr, même s'il n'y a pas un cliffhanger de malade à la fin, je vous conseille d'avoir quand même le tome 2 sous la main parce qu'on a quand même envie de savoir ce qui se passe, de savoir la suite des aventures de Kenneth et Althea. Et donc je suis en train de lire le tome 2 qui est Le navire aux esclaves. Il y a tout un contexte aussi politico-marchand, social dans la ville de Terrillville où il y a les anciennes familles marchandes qui sont là depuis des générations mais qui commencent un petit peu à faire faillite et à se faire piétiner par les nouveaux marchands, les nouveaux arrivants de Calced ou d'autres villes qui eux sont pro-esclavagistes alors que les vieilles familles sont anti-esclavagistes. Donc il y a vraiment des questions un peu autour voilà, de l'esclavagisme, du contexte politico-économique, c'est génial. Voilà, vraiment, allez-y, c'est top. Et je pense quand même vous pouvez lire Les Aventuriers de la mer si vous n'avez pas lu L'Assassin Royal, puisque c'est de nouveaux personnages complètement différents, donc voilà. Et donc comme vous l'aurez compris, je suis en train donc de lire le tome 2 et puis je sais que vous allez me poser la question que je suis aussi en train de lire le nouveau Joël Dicker qui est L'énigme de la chambre 222 et bon pour l'instant je suis pas tout à fait à la moitié. J'aime bien, ça se lit plutôt bien, il y a un suspense, on a envie de savoir la suite, mais je suis quand même un petit peu sceptique sur le fait que l'auteur se mette lui-même en scène dans ce bouquin. Je sais pas. Bon, voilà. Comme je vous dis, je suis pas tout à fait à la moitié, donc j'attends de voir la fin pour me faire un avis définitif. Mais vous inquiétez pas, je vous en reparlerai prochainement dans mon prochain bilan lecture avec le tome 2 des Aventuriers de la mer et d'autres livres encore. Donc restez connectés. Voilà, j'espère que ce petit long bilan lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez lu ces livres, etc. Si je vous ai donné envie, ce que vous avez aussi lu au mois de mai. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!